vous demandez ce qu'il en est? Écoutez, il va falloir regarder un petit peu la première émission qui va vous expliquer le contexte, la deuxième, la première partie. Et nous arrivons maintenant à cette troisième partie en l'occurrence. Nous en sommes où? Écoutez, la Prusse ne s'est pas rendu compte qu'elle venait de se prendre le Blitzkrieg, qui n'était pas encore le Blitzkrieg, dans les dents. L'armée napoléonienne, en 15 jours… Alors, en l'occurrence, tu peux utiliser le mot de guerre éclair. Guerre éclair, oui, Lorsque d'accord. les Français, Mais c'est parce que comme c'était la Prusse, je trouvais ça drôle de réutiliser ouais. un mot à tendance germanique, si on peut le dire comme ça. Mais on est d'accord, on est d'accord. Inventé par des journalistes anglais. Oh, qui plus est, s'il vous plaît. En l'occurrence, nous voilà donc à la fin de cette année 1806, à l'aube de cette année 1807. La première partie de cette campagne s'est soldée sur une image que s'est faite Napoléon et les décisions qu'il a prises en conséquence sur une belle victoire, d'aucuns diraient une belle claque. Et avec nos invités, Monsieur Patrick, salutations. Salutations. Et Monsieur Guillaume, on va continuer cet alinéa pour la deuxième partie. L'armée russe a rejoint, pas en retard, parce que ce n'était pas prévu qu'ils arrivent peut-être d'ailleurs plus tôt, Non, mais ils se sont rejoints enfin. Il faut aller à la vitesse des jambes des hommes et des chevaux. Voilà. Ils n'iront pas plus vite. Nous n'irons pas plus vite. Et en l'occurrence, il n'est plus question de signer quelque traité que ce soit pour dire qu'on a perdu, vu que le conflit continue. Étant donné que le roi de Prusse considère qu'il n'est pas maître dans tous ses États et qu'il ne peut pas en conséquence signer quoi que ce soit, ce qui permet aux opérations de continuer, je pense avec malgré tout une idée derrière la tête du roi de Prusse, de dire si les choses basculent, je serai du côté des vainqueurs. D'accord, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Donc, à quel moment souhaites-tu, Patrick, reprendre le cours de l'histoire? On a terminé décembre 1806 ou pas encore complètement? On termine sur décembre 1806, justement sur ce que nous venons de dire. D'accord. Les dernières traces de l'armée prussienne, à part le corps de l'Estoc qui se trouvait très à l'est et qui va rejoindre les forces russes, ont disparu. D'accord. Et maintenant commence cette deuxième phase à partir de décembre. Donc, impossibilité de signer avec la Prusse. Donc, les opérations continuent. Et là, décembre 1806, juin 1807, nous sommes dans la campagne dite de Pologne. D'accord. Campagne de Pologne. Tu l'as dit en fin d'émission numéro 2, c'est quelque chose qui émerge et qu'on n'avait pas complètement vu venir. Cette Pologne qui refait surface, on va dire. Non, la Pologne ne refait pas surface en tant que telle. La question de la question de la Pologne refait surface dès le moment où Napoléon arrive et son oreille se tend vers une volonté polonaise de renaître. Okay. Mais Napoléon, si d'aventure Napoléon ne serait jamais rentré à Varsovie, le problème aurait moins existé. Le problème polonais, la question polonaise, a ressurgi fortement. Reste une question quand même du point de vue des Polonais, parce qu'on ne peut pas accepter de disparaître en tant que pays, nation, comme ça, mais ne serait peut-être pas rentré dans le cadre des campagnes napoléoniennes, de la guerre napoléonienne, malgré la présence importante de troupes polonaises dès la Révolution dans les troupes françaises, justement avec cette idée de… on est déjà dans une idée de libre disposition des peuples, etc. Donc les Polonais pouvaient… et il y a un lien quand même historique entre la Pologne et la France. N'oubliez pas Nancy avec la place Stanislas. N'oubliez pas un duc d'Anjou qui est devenu roi de Pologne pendant un certain éphémère. temps. Oui, il est reparti en prenant l'argent. Donc ça, c'est pas forcément une bonne image. Mais malgré tout, il y a un lien très fort. Et je rappelle à tout le monde, c'est l'occasion, que même encore maintenant, l'hymne national polonais fait référence à Napoléon, qui apprend, pas textuellement, mais avec l'idée de Napoléon, dans l'hymne, nous a réappris à vaincre. C'est encore dans l'hymne polonais. Et le monument aux morts des soldats polonais à Varsovie, actuellement, où il y a les relèves de la garde, comporte un certain nombre de noms de batailles, comme Montereau, Champaubert. 1814 en France. Donc ce lien, il existe. Ce lien existe, il est très fort.
Donc du coup, nous voilà, c'est une nouvelle année. Hop, on a fait les bises sous le hou. Ah Et non, on s'est pas promis- encore. Pas encore. Non, Ah, non, même parce pas que les encore. opérations ça va débutent commencer avant Noël. Ça Avant va commencer Noël. avant Noël, ou juste après, Oui. si on est dans la date exacte. Mais donc juste après. Donc on va avoir, la première c'est Golimine, donc c'est le 26 décembre. Donc Oui, donc, réellement Emel. juste après. On venait de Donc, défaire les cadeaux au pied du sapin. non, ce qu'il faut voir, c'est à partir entre novembre, entrée dans Berlin, etc., décembre, les discussions. Oui. Entre-temps, les Français rentrent à Varsovie. Voilà, c'est ça, Et c'est là, important. c'est important. Varsovie qui se c'est trouve Napo, ici. Napo, Varsovie. Tac. Bing. Donc c'est le moment où, pour la petite histoire, mais qui est un élément de la grande, Varsovie, Napoléon en allant vers Varsovie et puis à Varsovie, rencontre Marie Walewska, qui va devenir la mère d'un de ses enfants, mâle, et qui va être sa maîtresse longtemps, qui va avoir, ce qui va avoir aussi une conséquence en dehors, Napoléon n'avait pas que cette maîtresse, mais qui va prouver aussi autre chose, c'est que Joséphine de Beauharnais, devenue impératrice Joséphine Bonaparte, pendant un moment, aurait pu faire croire à Napoléon que le fait de ne pas réussir à concevoir d'enfants venait autant de lui que d'elle. Les maîtresses de Napoléon ayant des enfants, ça invalide. Ça invalide et ça fait peser le poids de cette responsabilité sur Joséphine. Et nous y reviendrons par la suite sur un élément qui, en termes de politique intérieure et de politique extérieure, est prépondérant, c'est le nouveau mariage de Napoléon avec Marie-Louise. Mais néanmoins, à travers Marie-Louise d'Autriche. Marie-Louise d'Autriche, Habsbourg, qui sera la seconde impératrice, sachant que Joséphine restera jusqu'à la fin de sa vie avec un statut d'impératrice. Le deuxième élément, c'est que Marie Walewska, au-delà de l'aspect bluette, qui n'en est pas une, parce que la première rencontre pas la première rencontre, mais disons la première relation entre Napoléon et Marie Walewska est loin d'être à l'honneur de Napoléon. Non, romantique. Romantique, Oui, d'accord. mais c'est justement loin d'être romantique. Loin d'être romantique. Mais néanmoins, on pense très fortement que Marie Walewska, on avait remarqué l'attachement qu'aurait pu présenter avoir Napoléon pour Marie Walewska. Elle aurait été poussée dans les bras de Napoléon par les aristocrates polonais pour être l'ambassadrice bien placée de la Pologne. Okay. Donc c'est un sujet qui est... ça va amener à la création d'un duché, dit duché de Varsovie, où nous allons voir apparaître un personnage important, c'est Poniatowski, qui va être maréchal d'Empire, et pas maréchal de France, comme certains le disent, et qui va donner aussi le commencement d'une lignée de politiciens français, il ne faut pas l'oublier, qui sont encore des politiciens en activité. D'accord. Et donc toujours ce lien avec la Pologne. Et donc ce duché de Varsovie, dont nous reparlerons par la suite, parce que c'est un élément important pour deux raisons, c'est l'apport des Polonais, de la nouvelle armée polonaise aux troupes françaises, avec des unités de très grand prestige, comme les chevaux légers devenus lanciers à partir de 1809 de la garde, polonais, et toute une série d'unités qui ont combattu en Espagne, en Russie, jusqu'au bout, en accompagnant l'épopée napoléonienne à partir de 1806-1807. Ok. Donc il rentre à Varsovie. Et puis juste, je précise, que la création de ce duché, mais bien évidemment c'est un préambule, là encore, à d'autres émissions, restera dans la diplomatie impériale un point, on peut dire, d'abcès dans sa relation avec le tsar. Car pour les Russes et pour le tsar, la création de ce duché, en fait... C'est lui prendre du terrain à lui. C'est une sorte de casus belli permanent. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui sera finalement jamais vraiment tranché et qui restera jusqu'au bout. Donc, comme on le disait dans l'émission précédente, Napoléon réagit par des coups tactiques avec une portée immédiate effective. Mais en termes de stratégie sur le long terme, c'est quand même assez surprenant que de vouloir faire la paix avec son frère Alexandre, comme il l'appelle ou comme il s'appelle, mais tout en créant de facto donc, une nouvelle entité, même si bien évidemment on sait que dans l'histoire, la Pologne, à un moment, était plus importante que la Russie au niveau politique donc, au XVIe siècle. Mais donc ça c'est aussi un élément diplomatique que de toute façon on va retrouver et que Napoléon va en fait, on va dire, traîner
Oui. Ensuite. Sur les campagnes suivantes. Donc Voilà. sur ce 26 décembre alors. Le 26 décembre, donc nous rentrons dans une phase, si on revient sur la carte, où tout va se jouer sur une zone très petite. C'est-à-dire ça va se jouer autour de Königsberg. Les Français mènent le siège de Danzig, Königsberg est ici, Kaliningrad actuellement, je pourrais en reparler pour d'autres raisons, et Danzig qui est là. Danzig est assiégé longtemps et tient longtemps face au corps mené par le maréchal Lefebvre. Königsberg va servir de point important en termes de logistique pour l'armée russe. Et toutes les opérations vont se dérouler autour de Königsberg, ce qui fait que les grandes batailles, Eylau, Friedland, etc., se jouent dans un quadrilatère de au maximum 100 km sur 100 km. D'accord. Et tout ça entre décembre et février, même juin 1807. Entre décembre 1806 et juin 1807. C'est une succession de plusieurs. Alors, une fois encore, je vais dire des bêtises. Plusieurs batailles. Il y a des combats. Il y a des combats. Il est impossible de les détailler ici. Ouais. Et je dirais il y a 4 batailles importantes. Golimine, Pultusk, même 5. Golimine, Pultusk, Eylau, preußische Eylau. Après, on va à Heilsberg et Friedland qui va conclure les opérations. D'accord. Ok. Et là, tu les as cités, Patrick, dans l'ordre chronologique. D'accord. Avec prise de positionnement, ça recule, une fois encore, il n'y a pas de front. La notion de front continu est à écarter. Okay. La notion de front continu n'est une existence militaire, malgré que ce soit réellement imprimé dans l'idée des gens, n'a d'existence physique qu'entre 1914 et 1945. D'accord. Dans toutes les opérations qui viennent ensuite, cette notion est à écarter. Ouais. C'est-à-dire on arrive à des notions de front lacunaire, c'est ce qu'on va employer maintenant, et qui est la réalité. C'est-à-dire, et c'est cette réalité qui fait un type d'opération particulier, d'accord. et auquel, actuellement même, on doit réfléchir parce que, vu les effectifs, etc., eh ben, on se rend compte qu'on est à nouveau dans une situation lacunaire où on va tenir telle partie d'un territoire, etc. Ouais, exactement ce qui s'est passé en Afghanistan et ce qui se passe au Mali en ce moment. Il est impossible de penser, par exemple pour les opérations au Mali en ce moment, ou même en Syrie, en Irak, d'avoir un front continu. Un front continu. Ok, ça marche. Donc ce n'est pas un front continu, c'est un front lacunaire sur lequel, entre ce 26 décembre et jusqu'au mois de juin, Friedland, je le dis bien, Friedland, ça dépend à la française, Friedland, ouais. L'accent, mais c'est le pays de la paix. Hein. Oui, bien porté quand même. Qui se passe à quelle date? Mois de juin, 14, c'est l'anniversaire de Marengo. D'accord, ok. Donc entre ces deux dates, 5 grands affrontements, et plein de petits combats. Des combats, etc. Avec 2 phases en fait. Oui. Donc là on est dans la première phase qui va faire de 2 décembre, du mois de décembre jusqu'à la bataille d'Eylau en février. C'est-à-dire on va se retrouver dans la situation où globalement l'idée de manœuvre française c'est les Russes sont en train de se renforcer. C'est-à-dire dans un premier temps vous avez des troupes, Bennigsen va renforcer Kamensky, etc. Donc je passe parce qu'il va y avoir des changements de prise de commandement de côté russe. Donc toujours avec ce mouvement, c'est les renforts russes arrivent de l'Est. Les renforts russes, l'armée russe, sa principale ligne de communication passe par Königsberg, actuel Kaliningrad. Donc le plan français développé par Napoléon souvent, c'est de maintenir les Russes sur le front et par un mouvement tournant par le sud, de rejeter l'adversaire vers la côte pour pouvoir détruire. On est toujours dans cette notion d'un mouvement qui permet. Le jeu des Russes, c'est dès qu'ils se sentent forts, de faire des contre-attaques. Donc on a tout un mouvement de campagne où le Français va faire une manœuvre, soit parce qu'un courrier est pris, soit parce que la manœuvre ne se passe pas bien, elle est incomplète et ça mène à un combat frontal, sans grand résultat. Soit à un moment, les Russes se disent « je vais essayer par un mouvement d'atteindre après un calme un corps d'armée isolé, essayer de le détruire avant que… » Et là, la rapidité de mouvement des Français évite ça. Et donc, on a un jeu avec de très grandes manœuvres
à détailler, ça serait Oui. sans objet ici, mais manœuvre contre manœuvre. D'accord. Germain, justement, peux-tu nous trouver, s'il te plaît, la carte des opérations de l'hiver 1807. Début. Voilà, Il y en a les qu'une. a, Patrick. Voilà. Puis Donc a- quand on voit si vous prenez C'est celle le du haut, carré ouais, du le haut à départ. droite, Oui. sur lequel figure en grand le numéro 33, qui est le numéro de la carte sur la cartographie West Point, vous voyez bien les flèches qui font des allers-retours, des courbes, etc. Ça correspond aux manœuvres, voilà, en mettant le titre au-dessus, s'il te plaît. Voilà. Paf. Voilà. Et voilà, Merci, donc Germain. là, on a les mouvements du 9 novembre au 8 février. Donc D'accord. on voit, ça part un peu dans tous les Tous les sens. sens. Donc chacun Ouais. essaye de manœuvrer l'un l'autre. Ouais. Donc on a deux premiers combats Golimine. Alors Golimine, c'est quasiment un combat de rencontre. Alors ce qu'on appelle combat de rencontre, On c'est n'avait pas prévu, on se on tombe n'a dessus. pas prévu, on se tombe dessus un peu. En fait, c'est les uns qui veulent essayer de se replier, en l'occurrence les Russes, Ouais. qui sont épuisés, qui font un peu un moment d'arrêt, ce qui permet aux Français de les rejoindre. Et il y a combat. Combat qui ne mène pas à grand-chose, si ce n'est des pertes, à l'épuisement. La cavalerie française, y compris, là il y a une célèbre histoire qui n'est absolument pas prouvée autour de la brigade infernale. Donc c'est encore la légende napoléonienne, c'est-à-dire que La Salle se retrouve avec sa brigade en face des canons russes. Il ordonne de charger. Un des régiments qui s'est montré d'un courage absolu pendant les campagnes précédentes s'arrête et recule sans son ordre. Donc, La Salle ramène sa brigade face aux canons russes, ne les fait pas bouger et les soumet au tir pour les punir pendant une journée entière. La première chose, il n'y a qu'un seul mémorialiste qui rapporte, Cet c'est événement. Curelli, qui rapporte cet événement dans ses mémoires, dont on ne retrouve pas la trace par ailleurs, à ma connaissance, dans les archives. Et troisième élément, je trouverais ça particulièrement en dehors de l'idée de gloriole, absolument imbécile de la part d'un général de mener à la quasi-destruction d'une partie de ses troupes simplement Juste par pour punition, oui. entre guillemets. On est un peu dans l'idée de la décimation des légions romaines, mais face à l'ennemi, ça me paraîtrait plutôt Chelou. oui, enfin, puis bon. même Disons très pas comme ça. discutable par rapport à un D'accord. officier général digne de ce nom. Ça marche. Ça n'empêche pas que ça aurait pu être vrai. Donc, On se Affronte, retrouve ça, c'est Golimine. Golimine, 26 décembre. ok. Donc on se retrouve quasiment devant une opération offensive française qui est dans un terrain qu'on est en train de découvrir. C'est l'Est, la neige. Les gens sont épuisés. À cause de la neige et de la boue, parce que élément qu'on va retrouver, campagne de Pologne, campagne de Russie, c'est que dès que ça commence à dégeler un peu, les gens perdent leurs chaussures dans la boue, mais il y a des gens qui se noient dans la boue. Donc l'artillerie ne suit pas. Donc l'armée française va attaquer en n'ayant plus son soutien d'artillerie qui était précieux, dans des terrains très coupés, mais ça ne veut pas dire coupés dans le sens très coupé par les forêts denses, etc. Donc on a des charges de cavalerie françaises qui atterrissent dans des terrains inadaptés à la cavalerie et qui tombent dans des quasi-embuscades. Donc la cavalerie se retire, n'agit plus. Même l'attaque d'infanterie dans la neige piétine, mais alors c'est ce qu'on appelle piétiner. Donc tout ça se passe, mais par contre ça n'empêche pas d'avoir des pertes qui montent. Parce qu'on se retrouve face à face, l'artillerie tire, il y a du feu de mousqueterie, ça dure, il n'y a aucun résultat, parce qu'il n'y a pas de choc, mais par contre il y a des résultats en termes de pertes humaines. Donc Golimine, c'est un combat coûteux qui ne mène pas à grand-chose. Sans véritable gagnant. Sans véritable gagnant. D'accord, voilà pour le premier. Suit Pultusk, alors là, c'est juste après. À nouveau, les Russes, qui sont plus nombreux cette fois-ci, tiennent une position et vont la tenir pendant un jour et demi face aux attaques françaises, sans eux-mêmes réellement réagir à ces attaques. Et encore, on va accumuler les pertes. Encaisse, c'est tout. Mais néanmoins, pour Napoléon, c'est toujours un moyen de fixer, d'avoir une connaissance du dispositif adverse. Et là, ça nous amène à la troisième bataille. Et là, c'est la bataille qui a un caractère très particulier. J'en parlerai en fin d'émission. On ne dit pas décisive. Ah non, pas du tout. D'accord. Au contraire. Au contraire. Mais qui a un caractère symbolique important. On peut dire que c'est la fin des grandes victoires payées à peu de frais humains. Sauf peut-être pour l'Espagne,
Contrairement à ce qu'on croit, on écrase à peu de frais souvent les Espagnols. Ce qui ne nous a pas permis de gagner la guerre par ailleurs. C'est une autre réflexion à avoir. C'est Eylau. Eylau, là, Preußische Eylau, qui s'appelle maintenant, qui a pris le nom de Bagration, parce que c'est autour justement de Königsberg à Leningrad, donc c'est une enclave russe. Ouais. Et qui pèse encore énormément dans la politique internationale actuellement. Ok. Donc cette enclave, Eylau est dans cette enclave actuellement, et les Russes ont donné le nom de Bagration, grand héros de la campagne de ces campagnes-là jusqu'en 1812, parce qu'il est tué à Borodino, Moskova pour nous. Ok. Donc le Preußische Eylau, c'est le match nul extrêmement coûteux. C'est-à-dire, je reviens là-dessus, on peut considérer qu'on a perdu environ 5000 hommes à Austerlitz en gagnant et en faisant perdre 20 000 hommes, plus les prisonniers à l'adversaire. Ok. On a vu les résultats de Jena à Auerstedt. Auerstedt coûte cher, mais grande victoire quand même, etc. Là, quasiment, on arrive à une bataille où les deux camps perdent peut-être, c'est toujours la question des effectifs, qui compte-t-on comme tués sur la durée, etc. Blessés, perdus. Entre 15 et 20 000 hommes chacun. Sans qu'on puisse déterminer qu'il y ait un résultat décisif. Donc on en retient... C'est pas drôle, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein, mais on en retient quoi? On en retient surtout l'esprit d'une boucherie. En tout cas, ça veut dire que les combattants ont été marqués. Ah, les combattants, sur tout place, le monde a été marqué, de ça. Même Napoléon. Même Napoléon, d'accord. Alors après, il y a la légende dorée, il y a la légende noire. Donc déjà, le terrain, si on voit la carte, déjà, il faut imaginer quelque chose. Ça se passe dans une ambiance où la neige est tombée et où la neige va continuer à tomber. D'accord. Deuxième chose, on voit bien ici la présence soit d'étangs, soit de petits lacs, plus la présence de marécages. Ouais. Tout ça ne facilite pas vraiment les opérations. Donc on se retrouve dans un combat où les Russes ont pris une position forte, et une position forte appuyée par une très forte artillerie, parce que l'idée de la grande batterie, dans une certaine utilisation, est française, et très napoléonienne, parce qu'il ne faut pas oublier que Bonaparte est un officier d'artillerie. Néanmoins, les Russes, depuis toujours, ont su très bien employer l'artillerie, et l'artillerie lourde, dans le cadre d'opérations interarmes avec leur infanterie et leur cavalerie. Donc ils ont énormément de canons. Leur front est très difficile à passer. À atteindre. Et en même temps, on est dans peut-être une autre limite. Parce que, en fait, Jena à Auerstedt, c'était la démonstration d'un système qui marche bien, mais parce que la qualité extrême, dans sa qualité extrême du 3e corps de Davout, explique la victoire d'Auerstedt. Dans la suite des campagnes napoléoniennes, on va se retrouver dans la même situation, avec des situations là catastrophiques. Parce que le corps d'armée, dans le cadre de la manœuvre isolée, va se retrouver détruit dans la même situation. C'est là la qualité du commandement du combattant et des vétérans français qui font la différence. Moins on a de vétérans, moins on peut se permettre ce genre de choses. C'est ça, on ne peut pas jouer au dé si on n'a pas des vétérans. Et ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, à nouveau, Napoléon va essayer de jouer un peu la manœuvre classique. C'est avoir sur le front le maximum de troupes pour faire face à l'adversaire, et d'avoir des corps Davout et Ney mobiles qui vont jouer sur les flancs pour déstabiliser l'adversaire. Mais là, à cause de la météo, et dans la guerre napoléonienne, un des grands problèmes, c'est la prise en compte des phénomènes climatiques. Et on se rend compte... Alors on dit que c'est Napoléon qui ne tient pas compte de ça, donc on charge Napoléon. Je ne suis pas très sûr que les autres généraux en chef tiennent beaucoup plus compte des phénomènes climatiques. Donc, néanmoins, on parle de lui par rapport à ça, parce qu'il a toujours dit que ce n'était pas l'adversaire qui l'avait vaincu, mais la nature. Donc ça fait partie de son discours, donc on l'a ramené vers lui aussi. À lui aussi, d'accord. Néanmoins, le phénomène climatique fait que les corps n'arrivent pas au bon moment. C'est bizarre, ça rappelle... Pour déstabiliser. Ça rappelle un peu Waterloo, par exemple. Mais il n'y a pas qu'à Waterloo. Donc en fait, quand ça marche bien... C'est super. C'est super. Simplement, voilà. Simplement,
La guerre, c'est la friction, on ne peut pas tout prévoir. Tout ça fait que il arrive des moments où la machine, elle grippe. Et à Hello, elle grippe. D'accord. Elle grippe pour plusieurs raisons. Un, les Russes sont beaucoup plus solides que ce qu'on pensait. Deux, les corps qui devaient faire les actions sur les flancs n'arrivent pas à temps, ils sont bloqués, problème de coordination, Timing. etc. Ouais. N'oublions pas à nouveau, Ouais. même la communication se fait à vitesse et au pas du cheval ou de l'homme. Et l'homme, il peut se perdre, surtout quand il y a de la neige, parce qu'il n'y a pas de carte non plus. On est sorti carrément de l'univers cartographié. Donc on découvre les routes en étant dessus. Il y a des Cosaques aussi. Donc voilà. On se retrouve en face de cette position. Et les Russes ont de l'artillerie. Et là, on tombe devant une forme de brutalisation de la guerre qu'on va voir s'accentuant. Quand on est dans le combat d'infanterie, à l'époque, combat d'infanterie, on se tire à une moyenne de... On va chercher à tirer le plus près possible pour que le feu soit précis. Il y a beaucoup de phénomènes, mais là que je ne peux pas développer, phénomènes psychologiques et techniques qui expliquent ça. Et on va avoir la charge de cavalerie. La charge de cavalerie fait très peu de tués, à cause du phénomène même du fonctionnement du combat corps à corps, qui sera réellement conceptualisé par Ardan Dupic à la fin des années 1860. Ça aussi, il faudra qu'on en parle, mais c'est plus long. Non, mais il conceptualise ce qui peut être utilisable là. Non, en tout cas, ça ne fait pas beaucoup de morts. Dès le moment où vous êtes dans des batteries de 100 canons qui tirent à 500, 600 mètres, je rappelle que l'artillerie de cette époque-là tire très peu en tir indirect, c'est-à-dire on tire sur une cible que l'on voit ou que l'on devine, avec des éléments d'optique quasi absents. Donc on tire à vue humaine. On ne bouge pas dans des formations très serrées et on tire dedans à boulet plein ou à boîte à mitraille. Ouais. Là, la notion de boucherie, c'est pas de la poésie affreuse, c'est la réalité. Et là, il y a une notion de autant mourir dans une charge de cavalerie, dans un moment il y a la charge, des gens tombent. C'est des lents, il y en a qui tombent, mais toi tu continues, tu regardes pas, etc. Ou pendant 2 heures, être soumis à un tir d'artillerie, avec au fur et à mesure les gens qui tombent, et on commence à réellement se demander quand ça sera pour soi la première fois, sachant qu'on reste debout. Ouais. Hein, on ne cherche pas pas forcément le couvert. Ça agit sur le moral, sur la psychologie, sur la notion de qu'est-ce que veut dire la victoire, extrêmement fort. Donc Hello, c'est ça. Hello, c'est la destruction d'un corps d'armée en quasiment un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'à cause de la neige, c'est environ 12 000 hommes, les unités 12 000 hommes balayés. Pourquoi? Parce qu'à cause de la neige, le corps d'Augereau qui devait faire une attaque sur les Russes, s'est perdu dans la tempête de neige qui est apparue et s'est retrouvé en face d'une grande batterie russe en ordre déployé à petite portée. Et là, ça a été carnage. Et en fait, avec l'impossibilité de bouger, parce qu'ils avaient perdu leur direction dans la tempête de neige et qu'en plus, ils étaient sous la menace maintenant de l'infanterie et de la cavalerie russe. Donc on se retrouve devant un terrain assez petit, où vous avez les corps des hommes qui... Donc on est totalement en dehors de cette idée de la charge, etc. Et ça, et là quand je parle de brutalisation, c'est un terme qu'on a beaucoup employé pour la Seconde Guerre mondiale, mais et qui commence aussi sur la première. C'est-à-dire qu'entre la charge à la baïonnette, un peu de 14, et le fait de mourir accroché au barbelé, voilà, on est dans une guerre qui devient un peu inhumaine. C'est-à-dire c'est pas l'homme à l'homme, c'est la machine à l'homme. Et l'homme devient un peu de la... Et là, on commence à le sentir. C'est-à-dire, dans les récits, on commence à le sentir. Et il y a quelque chose qui l'exprime très bien, c'est le tableau qui représente Napoléon à Eylau. Le tableau de Gros. Le tableau de Gros. Qui n'a rien à voir avec les représentations des tableaux de Gérard, etc., pour Austerlitz et Iéna, par exemple. Là, ce n'est pas le combat qui est représenté, c'est après, dans la neige. Et qu'est-ce qu'on représente? Napoléon avec son état-major qui est au centre. Mais ce n'est pas le Napoléon chef de guerre, c'est le Napoléon compatissant pour les morts. Alors on présente surtout des morts russes, parce que c'est une victoire. On pourra discuter de la victoire après. Mais rien que cette représentation, mais qui est même voulue par l'empereur, parce qu'il sait très bien que tout le monde, tout le monde a écrit, etc., démontre un basculement.
Et là, on est dans une guerre qui n'est plus une guerre, entre guillemets, fraîche et joyeuse, qu'elle n'était pas déjà avant. Juste pour le Là, pays, pour la voilà, gloire. là, on est dans une guerre qui devient affreuse. Ouais. Et donc là, ça devient réellement catastrophique. Ah. Et d'autant plus qu'on n'a pas gagné réellement. Autre aspect, alors encore maintenant, j'en reparlerai par la suite par rapport à un auteur contemporain, les Russes disent que c'est une victoire. Même problème qu'on a avec Borodino, Moscova. Donc en fait, nous, eux, ils disent que c'est une victoire parce que Napoléon n'a pas gagné et parce qu'au bout d'une semaine, on s'est replié pour justement prendre nos quartiers d'hiver, parce que tout le monde est épuisé, et pour trouver des endroits où on peut se nourrir. Ok. Mais les Français disent qu'ils ont gagné parce que les premiers à s'être repliés, c'est les Russes, à la suite de la bataille. On est resté une semaine, et Napoléon a dit on reste une semaine, c'est pour bien marquer, que nous, selon les canons de l'époque, qu'on n'est pas parti, les canons au sens juridique, selon les canons de l'époque, celui qui reste sur le terrain, c'est celui qui gagne. Donc le lendemain de la bataille, les Russes se sont repliés, les Français restent sur place pendant une façon aussi, d'un autre côté, de s'occuper des blessés, et d'un autre côté aussi de marquer la victoire. Mais ça implique sur le moral aussi que tout ce monde-là a vécu pendant une semaine au milieu des cadavres. Les yeux dedans. Avec une chose que les médecins ont notée à l'époque, heureusement que nous étions en hiver. Bien sûr. Parce que, oui, même pour les blessés. Hein. Bon. Oui. Alors, avec un deuxième phénomène, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Et on parlera au sujet de la littérature, c'est resté très fortement. Donc on a cette attaque d'Augereau. Les Russes, il y a une première attaque vers l'état-major napoléonien autour de l'église d'Eylau, qui est encore là, hein, qui existe encore. Et là, la garde à pied qui a rejoint entre-temps repousse cette attaque des grenadiers russes sans tirer un coup de feu. À la baïonnette, on leur fonce dedans, on les écrase. Donc déjà, toujours cette image très proche d'Austerlitz. La garde française contient, c'est peut-être pas la garde russe encore, je ne me rappelle plus, parce que ça doit être Pavlovski qui n'appartient pas encore à la garde. Donc, vous savez, le grenadier russe avec les mitres en bronze ou en... donc, il y a cette image. Ça, c'est la première chose. Et ça se joue en plus dans un cimetière. Donc, tout est fait pour marquer les esprits. Les esprits, quoi. C'est, je veux dire, quand on lit ça, je peux vous assurer, je sens le froid venir, quoi. Et après, vous avez la célèbre charge de Murat, c'est-à-dire qu'à un moment, Augereau disparaît, ça fait un grand trou dans la ligne française, et les Russes commencent à réattaquer. Et là, il reste la cavalerie de Murat, dans la neige. C'est-à-dire que cette cavalerie, 80 escadrons, va charger au pas. Et il va écraser la ligne russe. C'est-à-dire vous avez les dragons qui vont charger, suivis des cuirassiers. À chaque fois que la charge s'arrête, bloquer, ceux qui ont chargé s'écartent par les côtés et vous avez la suite qui vient. Alors, savoir quels effectifs ont chargé, c'est difficile à dire. Je pense qu'on doit être autour de 10 000 à 12 000 chevaux. Il faut imaginer rien que l'effet sur le sol. Donc c'est là que se situe, et j'en reparlerai après, l'épisode du colonel Chabert, bien connu, qui n'a jamais existé. Mais bon, c'est pas grave. Pour diverses raisons, mais qui est symptomatique de ce qui est resté dans l'inconscient collectif par rapport à ça. Et la partie aussi très gloriole française du colonel commandant les grenadiers à cheval de la garde, qui se fait tirer dessus par l'artillerie russe. Il voit certains de ces hommes derrière qui commencent à bouger, un peu comme s'ils essayaient d'éviter. Parce qu'il ne faut pas oublier, le boulet à l'époque, la vitesse initiale du boulet faisait qu'on le voyait arriver vers soi. Et comme ce n'est pas supersonique, on le voyait vraiment arriver vers soi. Donc, et qui se retourne vers ces hommes et leur dit tête droite, nom de Dieu, la mitraille, c'est pas de la merde. Le pic. Oui, le pic, oui. Ouais, le pic. Oui. Histoire de dire on est dans la garde, donc même si on se fait tuer, c'est droit. C'est droit. Et après, il charge avec ses grenadiers, il est derrière les lignes russes, et il a traversé, les lignes se reforment, on lui dit rendez-vous, ben non, il repasse dans l'autre sens. Voilà. Donc on est là-dedans, il y a encore de cet aspect-là. Mais le résultat, c'est 15-20 000 de chaque côté. De chaque côté, hein. Oui, j'entends bien. Quasiment un corps d'armée détruit, le 7e d'Augereau. Donc le moral à zéro, la logistique à zéro, l'hiver. Bah, tout le monde est un peu fatigué, donc on va stop quoi. On arrête pour l'année
Là, on est déjà en On est 1807. déjà- non, On est déjà en février février. de 1807. D'accord. On arrête jusqu'à quand? On arrête en fait jusqu'en juin. Ah ouais, carrément. D'accord. Donc Parce en fait, que- toute la fin va pareil une fois encore, va se concentrer sur les quelques jours de fin de campagne à ce moment-là. Oui, mais là, alors en juin, on arrive à deux choses. Donc, alors par contre, on a Friedland, qui est ici sur la carte, où va se passer la dernière grande bataille. Une aussi des plus grandes victoires napoléoniennes. Alors je ne sais pas si on voit, oui, on voit, mais on voit. Et l'eau se trouve ici. Donc tout se joue dans très peu de choses. Tout se joue et toujours autour. Ne jamais oublier que tout se joue autour des lignes de communication parce qu'il faut nourrir, il faut amener. Ah oui, c'est pas énorme. Pas énorme. Il faut amener, il faut nourrir les gens, il faut les soigner, etc. Je recommande aussi d'avoir une réflexion. Par exemple, on est à l'est là. Si vous regardez l'histoire du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est tellement omnibulé par les divisions blindées allemandes, les Panzerdivisionen, les corps blindés russes, qu'on en oublie de regarder les lignes de chemin de fer. Commencez à lire l'histoire des opérations de la Seconde Guerre mondiale selon les axes des lignes de chemin de fer et vous aurez une vision totalement différente des prises de décision. Et on en revient toujours à un problème de la logistique, de nourrir, etc. Ouais, c'est ça. Et bizarrement, ça permet de lire d'une façon très intéressante les combats sur le front de l'Est. Donc on va commencer par très rapidement à Heilsberg. On a des mouvements russes qui amènent à des combats, c'est-à-dire qu'à un moment, les Russes ont essayé de prendre par surprise les Français, ce qu'ils vont réussir plus ou moins, mais les Français se défendent correctement, que ce soit Lannes à un moment, que ce soit Bernadotte à un autre moment, etc. Et les Russes reculent vers Heilsberg. Donc Heilsberg, c'est un peu ce qui va amener Friedland. Heilsberg, où à nouveau Murat, etc., part bille en tête, perd beaucoup de monde, en attaquant avec de la cavalerie en grande partie des retranchements garnis d'artillerie russe. Donc Murat, très bien, pas toujours. Mais est-ce que c'est si facile? Alors, une autre chose, je tiens à le dire, parce que ça, je l'entends trop de la part d'historiens ou de gens qui font même du jeu de guerre, en train de dire Murat, nul. J'aimerais être certain que tous ceux qui disent ça étaient capables, même intellectuellement, de faire le 10e de ce que lui faisait à la tête de 10-12 000 cavaliers, avec tous les aspects administratifs qui étaient derrière. Parce que malgré tout, un général de l'époque est déjà un général de la logistique, etc. Donc il peut faire des erreurs, mais rien que faire le minimum de ce qu'il a réussi n'est vraiment pas donné à tout le monde. Le jugement, a posteriori, dans un fauteuil en cuir au chaud, par rapport à tout ça, est toujours facile. Toujours facile. Ouais. Donc le jugement, il faut l'éviter, c'est mieux. Donc ça n'empêche pas que pas de jugement, mais bêtises et énormément de pertes en vie humaine. D'accord. Donc on arrive à Heilsberg, qui est à nouveau une forme de match nul. Pourquoi? Parce que Murat, même soutenu par Lannes, Murat, à un moment, on lance la cavalerie et est obligé de trouver refuge dans un carré de l'infanterie, tellement ça se passe mal. Et les fantassins s'amusant assez de voir le grand chef de la cavalerie être obligé d'aller. Voilà. Donc on a cette situation. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à fond trop tôt, alors qu'il y avait un mouvement à nouveau sur une aile prévu par Napoléon qui a réussi à redresser les choses. Les Russes se replient d'Heilsberg. Après, encore un mouvement russe, et ça va être le dernier. Le mouvement russe qui est de traverser à Friedland, l'Alle, pour à nouveau faire une pression sur ce qu'ils pensent être une partie de l'armée française, toujours avec cet objectif d'arriver non pas dans une seule grande bataille à la napoléonienne de détruire entièrement l'armée française, c'est un morceau trop difficile à avaler d'un coup, mais la capacité de peut-être détruire un corps d'armée. Simplement, on est encore avec une armée française solide et des chefs qui sont quasiment au summum de leur capacité. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez Lannes, vous avez Grouchy qu'on va retrouver, qui est un excellent commandant de cavalerie, Grouchy. 1815 nous a gommé toute la qualité d'un Grouchy. Ils vont se retrouver à peu près à nouveau à 20 000 hommes. Contre
Contre contre 20 000, une... 20 000? Ah non, 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 Ah contre non. encore une 55. Ah, Voilà. d'accord, une rebelote. Sauf que là, il y a un avantage, c'est comme ils traversent sur des ponts. Donc la masse russe met Ouais. du temps à arriver. Ah, d'accord, ok. Et le temps que pendant la matinée, le début de journée, les combats ont lieu, qu'avec sa cavalerie Grouchy, la cavalerie lourde présente, etc., réussit à contenir l'effort russe, eh bien les Russes, ils sont en train de se concentrer dans une nasse. C'est-à-dire qu'ils sont en nasse, sont clairement agglutinés, Ouais. et ils n'arrivent pas à déboucher. Et le temps passe, mais au fur et à mesure que le temps passe, vous avez un corps d'armée qui va venir, un deuxième, et vous avez Napoléon qui arrive. Uh-huh. Et là, tout d'un coup, l'équilibre des effectifs change. Ouais. Les Russes se retrouvent dans la nasse et certains officiers disent à Napoléon, on les a retenus, on arrête pour aujourd'hui. Il dit non, 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 là ils sont dans une erreur incroyable, on ne va pas attendre, profitons-en. Juste pour savoir, on avait, nous, de quoi? Parce que je me dis, tu en as parlé tout à l'heure, cette histoire de carnage, boucherie, une nasse agglutinée, tu dis, c'est vrai, on aligne les canons, boum, boum. Enfin, Oui, mais on n'avait pas assez. On n'avait pas assez, d'accord. Il fallait attendre très bien. que ça arrive. D'accord, ok. Donc on se soutient sur les lignes de crête quand elles existent, et chaque village devient une forme de bastion, ouais, etc. Ouais. Mais en fait, on utilise très bien le terrain. Ouais. Les Russes sont concentrés, ils ont quasiment brûlé leur pont aussi. Ouais. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Je vous signale quand même que Bennigsen qui commandait, pour certains nombres de batailles qui ont déroulé avant, comme Kutuzov a eu le front de dire qu'Austerlitz était une victoire russe. Vous savez, on dit que les bulletins sont menteurs, mais les Russes sont très menteurs. Donc on a comment s'appelle, un rapport officiel de Kutuzov où on a l'impression qu'Austerlitz est une victoire, et Bennigsen nous a fait la même chose. Mais les Anglais nous ont fait la même chose en Espagne. Et où on a même, et ça j'en reparlerai une autre fois, mais vous avez même Wellington qui réécrit après avoir reçu un rapport sur une bataille menée par un de ses commandants contre les Français, écrit clairement à son subordonné, transformez-moi cette bataille en victoire. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Donc tout le monde est dans le même état non plus. On est dans la propagande, on est tout ça. Donc, mais là, pas de problème de propagande, on a gagné. Napoléon est là, les troupes sont arrivées. Les troupes impériales ont gagné. Donc, les troupes russes sont vraiment hyper concentrées là et n'arrivent pas à déboucher. Donc Napoléon a un plan, c'est de maintenir les Russes sur cette partie-là. Dans la partie où vous voyez ici. Donc les Russes ont traversé, mais de faire qu'ils ne puissent pas déboucher dans le terrain libre. Ouais. Et comme les ponts se trouvent du côté de Friedland, il demande à Ney d'attaquer pour prendre Friedland, où sont les ponts, et du coup, après, il ne restera plus qu'à pousser tout le monde dans le fleuve. Okay. Et c'est ce qui va se passer. Alors, Ney, c'était à 17h30. On est le 14 juin. 14 juin. Donc là, il fait jour jusque très tard. Hein. Ouais. Il fait jour jusque très tard. 14 juin 1807. Ouais. Oui. 17h, tu as dit? Oui, à peu près 17h30 quand on commence à se poser la question d'arrêter ou de continuer. D'arrêter ou de continuer. Donc lui, il dit qu'il faut aller jusqu'au bout. On y va. Ouais. Donc là, vous avez une attaque de Ney, mais qui se retrouve face à un feu d'artillerie aussi très puissant. Et là, il y a beaucoup de pertes du côté français. Et par contre, il y a une grande batterie française commandée par un excellent général d'artillerie qu'on avait qui s'appelait Sénarmont, 36 pièces, qui avance à l'ennemi jusqu'à atteindre une distance moyenne de 120 mètres des lignes adversaires, et qui détèle et qui tire à mitraille dans la masse des troupes russes. 36 pièces qui avancent, ils tirent, ils ont le tir en adverse, hein, mais c'est pas grave, ils avancent, et ils arrivent jusqu'à 100 mètres, et à 100 mètres, 36 pièces en une ligne. Alors, normalement, c'est pas en ligne, parce que si vous êtes pris de flanc et que vous êtes tout sur une ligne, c'est trop dangereux. Puis après, vous êtes dans la fumée, tout ce que vous voulez, mais vous avez 36 pièces qui avancent et qui crachent la mort. Ouais. Donc là, les Russes, ils craquent, mais ils craquent comme on dit des Russes, c'est-à-dire ils meurent, mais il faut les pousser pour qu'ils tombent, ce qui fait que c'est un massacre. Né avec des pertes réussies, et donc on se retrouve à avoir pris les ponts. Ouais. Donc après, la suite de la bataille, c'est des organisations des troupes russes, et on les jette dans l'Alle, et c'est une victoire. Alors là, c'est pas Eylau,
c'est une victoire énorme. Énorme. Et on se retrouve dans une victoire du type Austerlitz, etc. Et C'est par contre une bataille de rencontre, là. On a réagi à une attaque non prévue des Russes, et on a profité à nouveau, grâce à la souplesse, grâce au système du corps d'armée qui permet à ces troupes qui sont là de résister un certain temps, d'être rejointes pour les autres, d'avoir une très très grande victoire. Donc on est en juin 1807. 1807. 1807, l'armée était principalement russe, on est d'accord? Ah oui, oui, oui. Oui, Hein? parce que le corps de l'Estoc, lui, après la bataille d'Eylau, Patrick, que devient-il? Non, on a toujours un peu, mais il n'est pas présent. Il est pas- Ou alors on d'accord. peut avoir des troupes prussiennes, mais c'est... Non, mais là, ce sont des Russes. Alors si je Les Russes. reprends la grande carte, juin 1807, la dernière bataille vient de se jouer, c'est une victoire, Oui. et on a repoussé un petit peu tout le monde. Napoléon, il fait quoi? Il dit, bah voilà, maintenant la Prusse c'est moi, ou non, maintenant c'est bon, vous êtes d'accord, vous signez, tiens mon copain le tsar, maintenant tu acceptes nos conditions. Non, Ça débouche sur quoi on va en 1807? simplement, bêtement, on va discuter. D'accord. Et donc là, c'est Tilsit. Donc, Éditeur de jeu. C'est ça. Ouais. Une rue. bah, toujours hein, une rue, hein, il suffit de... C'est vrai. On lit, on lit une grande partie de l'histoire napoléonienne dans les rues de Paris, hein, c'est clair. Tilsit, c'est la rencontre avant tout entre Alexandre Ier et Napoléon. On peut dire que c'est un partage du monde, monde européen. Il faut arrêter de penser que tout tourne autour de l'Europe. Il se passe des choses en Amérique. C'est l'époque où vous avez les expéditions type Lewis et Clark, c'est-à-dire où le tout nouvel État américain commence à se rendre compte qu'il se passe et qu'il y a des terres à l'ouest. Oui. Il y a encore des oppositions entre le nouveaux États-Unis et l'Angleterre, qui vont déboucher sur une guerre dans peu de temps. Il se passe pas mal de choses en Inde. Ouais. Il se passe des choses en Afrique qu'on connaît en partie, qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas de traces. Mais c'est de penser qu'il ne se passe rien dans le reste du monde, c'est un peu une forme d'européanocentrisme sur lequel il faut absolument combattre. Oui. Il se passe beaucoup de choses. Mais nous, on est concentré sur notre propre histoire, bien notre sûr. histoire. Mais quelquefois, ces choses-là ont un effet sur nous. N'oubliez pas que c'est un certain George Washington qui a quasiment déclenché la guerre de 7 ans en tuant, voire assassinant un plénipotentiaire français, parce que là, à ce moment-là, il était du côté anglais, et que c'est le scandale que ça a causé qui a quasiment créé la Première Guerre mondiale majeure du XVIIIe siècle. Ouais. Donc, bon, il y a un effet boule de neige quelquefois par rapport à certains événements. Tilsit, on est sur le Yémen, et le Yémen quasiment va représenter la frontière entre deux grands empires, c'est-à-dire une zone d'influence qui est la zone d'influence française, qui va jusque-là, et la zone d'influence russe. Et c'est là où on est dans une forme de partage du monde. Je n'irai pas dans le détail, mais si on fait la paix, c'est sur un accord. La première phrase d'Alexandre Ier, c'est en rencontrant Napoléon sur le fleuve. Alors Napoléon qui pensait que Alexandre l'aimait bien, mais je pense que même certains historiens russes considèrent que le don de duplicité d'Alexandre Ier, dont on ne sait toujours pas réellement, selon les historiens, je ne suis pas spécialiste absolument, s'il est responsable de l'assassinat de son père ou pas, peut poser des questions. Donc Alexandre Ier aurait dit dès le début à l'empereur, Sire, vous savez que je déteste l'Angleterre presque autant que vous, ce qui est encore à démontrer. Et Napoléon lui dit, dans ce cas-là, la paix est faite. Et Napoléon, à la limite, je pense, a été trompé complètement par Alexandre dans ce cas-là. Napoléon jouait sa carte aussi. Je pense qu'il s'est fait prendre par le charme d'Alexandre. Et en même temps, il a pensé que le sien était plus fort que ce qu'il était en réalité. Donc on a un partage. Le partage, il se fait sur... la Russie va participer au blocus contre l'Angleterre, ce qui ne va pas aller du tout dans le bon sens pour l'économie russe, donc qui explique aussi la position un peu ambivalente. Oui. Pour se mettre d'accord, Napoléon va dire si vous voulez prendre la Finlande, allez-y, donc réglez vos problèmes avec la Suède. Et puis s'il faut, on va se partager les restes de l'Empire ottoman. Comme quoi,
la question qui ne sera réglée pendant la Première Guerre mondiale est déjà pendante. Ouais. Sachant qu'il y a une autre question qui ne va être réglée que pendant la Première Guerre mondiale aussi, c'est la Pologne. C'est ce que j'allais dire. Ils en sont où là? Et la Pologne, on va créer un grand-duché de Varsovie D'accord. avec Poniatowski et Davout qui est aux manettes. Mhm. Et ce grand-duché de Varsovie ne répondra pas aux attentes des Polonais qui veulent recréer le royaume de Pologne, Ouais. mais il sera suffisamment menaçant pour être une cause de mécontentement des Russes. C'est-à-dire c'est une demi-mesure, Qui finalement ne plaît mais à personne, ne plaît à personne. qui ne plaît à personne et sera cause bien des de soucis. bien des soucis. Ok. Donc on est dans cette situation-là. Et la Prusse, alors la Prusse, elle est mangée. C'est simple, elle existe, mais on continue à l'occuper. Comme elle a déclaré la guerre, en plus avec ses attitudes, Oui, un peu présomptueuse. eh entre ben, guillemets. on va lui faire payer la guerre. Parce que Allez, le principe que développé d'un point de vue économique, c'est la guerre. Les perdants payent. Oui, c'est la guerre finance la guerre. Vous perdez, hop. Et par contre, la Prusse s'en remettra difficilement. Ouais. Et après, donc, ce que disait Guillaume avec justesse au début, il y a une attention. On se dit qu'est-ce que sont ces Français qui ont battu notre armée. Mais le poids en termes d'imposition, de vexation aussi est tel Ça se qu'après, retrouvera. on aura quasiment une guérilla type espagnole en Allemagne. C'est-à-dire les Français réussissent à se rendre détestables. Ouais. On a planté les graines de la discorde. Oui, elle y était déjà, mais on a planté Oui. la graine de la haine. De par la contre. haine, pour La- franchir le donc, dernier pas. donc on se retrouve devant cette situation-là, mais malgré tout, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie Europe française maintenant, Ouais. et que les limites, elles sont portées jusqu'au bord du Yémen. Et il y a une autre conséquence, c'est que c'est peut-être la première fois que l'Angleterre se retrouve quasi isolée. Oui, On l'abordera dans l'émission sur la guerre d'Espagne, sur le volet économique, car 1807-1808 correspond aussi à une crise économique, tout à fait. justement dans les îles britanniques, due à ce blocus. Mhm. Donc, parce qu'en fait, on considère aujourd'hui très souvent que le blocus donc, de Napoléon a été une grande erreur et que ça a pesé bien évidemment surtout contre les intérêts de la France ou contre ceux de son allié du moment, la Russie. Mais il faut savoir que les Anglais vont d'abord subir eux-mêmes le contre-coup. Et que ça va créer des troubles, et des troubles politiques et des troubles sociaux très forts en Angleterre, qui ont bien évidemment... Des conséquences. Non, mais qui ont été aussi un peu occultés par rapport à la fin de l'histoire et la fin de l'Empire. Mais c'est-à-dire que là, les cartes sont rebattues, et aussi au niveau économique. Mais ça, ce sera justement dans le volet sur l'Espagne et le Portugal, parce que c'est au cœur même de la réflexion de Napoléon sur l'application de ce blocus. Donc on en reparlera, c'est vraiment un élément important et incontournable. Voilà. Donc pour vous donner quand même les chiffres, parce que je dis c'est important, je les ai. Donc comment se traduit Friedland? Oui. C'est quand même, les Français perdent 1600 tués, 9000 blessés, ce qui n'est pas rien. Mais 3000. après, les 9000, Oui. il y en a une bonne partie qui meurt après. Hein. Oui, d'accord. Et les pertes russes, c'est 6500 morts, 6 fois plus. 2500 blessés, 10 000 prisonniers. Donc là, ils se font... Donc le 16 juin, les Russes demandent l'armistice et les accords sont signés le 7 juillet, après des rencontres. Là, Louise de Prusse, elle joue un rôle, parce qu'en fait, les Prussiens essayent de mettre Louise de Prusse en avant pour défendre les intérêts de la Prusse, et quasiment. Mais elle déteste tellement Napoléon Bah que oui, ça se voit un peu, Ça va être ça va pas et être que chaud. Napoléon, là, par contre, de ce côté-là, il ne se fait pas Il prendre. se fait pas Donc il fait payer. D'accord. Et donc là, ça crée cette tendance. C'est un- Et de l'autre côté, l'Autriche, ça reste calme, mais on a l'impression, on est 1807, on va être 1808, et là, c'est le Ça y est. summum de la puissance de l'Empire. Ouais. Les problèmes vont venir après. après. De tout ça. Oui. Est-ce que vous souhaitez faire une petite bibliographie Oui, parce de ça qu'on va terminer sur une bibliographie Allez. et sur un élément qui est plus en rapport avec la littérature Ouais. française. Je vais mettre Je de vais la place sur commencer la par, déportée. par conseiller déjà les documents habituels. Oui. Alors donc, sur cette période-là, comme les fois précédentes, Je vais mettre en je déporté. conseille le Thierry Lenz, voilà, la nouvelle histoire du Premier Empire, donc c'est le tome 1, 1804-1810, qui, avec le titre Napoléon et la conquête de l'Europe, démontre. Sachant que vous voyez le tableau que vous avez ici, c'est le tableau, c'est le général Rapp que vous voyez là, ça c'est Austerlitz. D'accord. Les images de Hello ne ressemblent pas du tout à ça. Non, j'ai cru bien comprendre aussi. Ça marche. Ensuite, vous avez, je l'ai présenté à chaque fois, alors je dis bien que c'est toujours un peu cette vision historique ancienne, mais qui est toujours plaisante.
il y a de l'illustration, Ouais, ça, il y a des Pardon, Germain, cartes. excuse-moi. tu Oui, m'attendais. vas-y. Non, c'est moi qui. J'étais en train Donc, de regarder, mais. Gloire et Empire. Donc, les illustrations sont belles, les textes sont quand même assez exacts. C'est Il y a pas de la nouvelle histoire bataille. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un côté ancienne histoire bataille. Alors quand c'est un auteur français, on est dans Victoire et Conquête. C'est très. Oui, alors ce type d'ouvrage, vous le trouvez sans aucun problème. Hein. Vous pouvez Oui, le vous commandez. donc, Ça se trouve, même si le numéro est ancien, Oui. ça se trouve quand même assez, ça, c'est assez celui facilement. dédié donc à la bataille de Iéna. Ça, c'est Iéna. Et sur 1806-1807, pour couvrir les deux campagnes, Oui. que moi je qualifierais de campagne unique, hein, Oui. il y a 5 numéros comme ça. D'accord. Donc il y en a un sur Iéna, il y en a un sur la poursuite, et vous en avez 3 sur la campagne de Pologne. Il y a de la littérature. Et en plus, oui, il y a plein d'éléments importants. Chaque numéro fait l'objet d'une étude d'un film ou d'une série télévisée avec des vrais spécialistes de la période, en particulier en uniformologie. Excellent. Donc je conseille, pour avoir une bonne presse dans ce journal, aux producteurs de films de ne pas se tromper de bouton sur la tenue, parce que sinon ils sont accrochés. Ça, c'est simplement parce que je n'avais pas envie de transporter 10 kilos de livres. C'est un des volumes. Comme je vous l'avais présenté sur la campagne de 1805, ce sont les études qui avaient été faites par le service historique de l'armée de terre avant la Première Guerre mondiale, qui ont été rééditées par les éditions Tessèdre. Et là-dedans, vous voyez ce volume que Guillaume II tient en main, ne traite que de la cavalerie dans la campagne. Ouais. Donc vous avez des volumes, donc ça doit représenter au bas mot 6-7 000 pages, rien que sur les deux campagnes, où vous avez tous les ordres, l'historique détaillé, si vous avez envie de plonger en détail dedans. Mais n'oubliez pas, ça a été écrit avant la Première Guerre mondiale, donc toujours à remettre en perspective par rapport aux travaux historiques les plus récents. Mais ça donne quand même beaucoup de pièces d'origine. Un livre introuvable, mais si vous le trouvez, si vous le voyez, vous l'achetez tout de suite. J'ai mis 10 ans à l'avoir. Même s'il coûte 200 €. Même s'il coûte 200 €, vous l'achetez. C'est extraordinaire. Donc, ça a été écrit par Daniel Reichel, ou Reichel. C'est un Suisse. Il était colonel d'état-major de l'armée suisse. Ça reste sur cette page, c'est intéressant. C'est une thèse sur la formation intellectuelle de Davout et, en fait, la résultante, Auerstedt en tant que résultante de la formation intellectuelle de Davout en tant que chef, et aussi de son engagement politique, c'est de voir l'évolution de sa personnalité. Et ce qui est intéressant à travers ça, c'est qu'on a des tableaux qui permettent de bien voir comment dire, la situation politique, mais vous avez aussi des tableaux pour voir Auerstedt en voyant les différents mouvements des deux adversaires en parallèle. Donc, c'est une thèse, donc c'est pas du roman. C'est pas du roman, mais pour voir comment par le biais du cas particulier de Davout, comment on est arrivé à travers un travail intellectuel avant d'arriver à une excellence sur le terrain, c'est un très très beau travail. Vous le trouvez, vous l'achetez tout de suite. Voilà, vous avez le portrait du colonel Reichel, qui a été à l'origine de la commission d'histoire et de prospective militaire de l'armée suisse, qui continue ses travaux en ce moment et qui est basée à Lausanne. Et paf. Voilà. Donc sur la comment dire, voilà. Nous avons un autre document et qui va nous permettre d'aller sur Nathalie Petitot, qui est une professeure d'université, et là qui nous parle de Napoléon, de la mythologie à l'histoire. Et ça va faire une introduction à notre autre sujet. C'est-à-dire là, elle fait un historique des légendes noires, des légendes dorées, et de la perception de l'Empire et de la personnalité de Napoléon depuis la fin de l'Empire, chez les historiens, chez les intellectuels, etc. Et c'est très très intéressant, parce qu'on se rend bien compte depuis le bicentenaire que Napoléon n'est plus du tout une référence pour personne. À bon droit, à mauvais droit, j'ai ma position. C'est-à-dire qu'on est revenu pour moi à une forme de légende noire. Mais il y a des époques où même les politiques de la Troisième République, anti-bonapartistes, compte tenu des origines de la Troisième République et de Napoléon III, néanmoins se servaient de Napoléon Ier comme référence. Et on est un peu aussi dans la référence à l'homme providentiel, qui est une constante de la recherche de la nation peut-être,
mais au moins d'une certaine partie du politique français. Et donc je voulais en arriver à autre chose, c'est parler d'un autre aspect qui n'est pas que l'aspect historique, c'est l'importance de Napoléon dans la littérature. Et je le fais en rapport à Hello. Tout le monde se souvient avoir vu Gérard Depardieu, mais Gérard Depardieu dans le Colonel Chabert, c'est un livre de Balzac. Le Colonel Chabert n'a jamais existé, mais Balzac, toute l'œuvre de Balzac, c'est Napoléon. C'est Napoléon et l'influence de Napoléon dans la société française. C'est Napoléon en tant que personnage de certains romans, c'est par exemple Une ténébreuse affaire, Napoléon est présent en tant que personnage, mais l'ancien grognard est présent à travers quasiment toute la littérature de Balzac, qui écrivait, soi-disant, sous un buste de Napoléon, et qui, lui, se considérait, il l'avait écrit, être le Napoléon des lettres. Voilà. Et quand on veut comprendre une chose, c'est... On n'a jamais lu le colonel Chabert de cette façon-là, mais depuis les guerres les plus récentes, on nous parle du syndrome post-traumatique. Eh bien, l'histoire du colonel Chabert, c'est pas autre chose que ça. Et donc, ça implique aussi, à travers Balzac, quand on lit ces personnages à l'aune de nos connaissances sociales et les comportements, on peut se poser la question sur une brutalisation de la société française à l'époque. C'est-à-dire que la présence de ces soldats qui re-rentrent dans la société civile, âgés, marqués, et dans une société qu'ils ne connaissent plus. Ils sont partis pour certains depuis 20 ans, quand ils reviennent dans leur village d'origine, tous les gens qu'ils ont connus sont morts. Oui. Ils se marient très tard, etc. Donc le rapport homme-femme dans la société, le rapport à la violence, parce que ce sont des gens qui sont vécus longtemps dans la violence, très très intéressant de voir comment la société française a été transformée par les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et on peut le voir à travers, par exemple, Balzac. Cette littérature. Là, justement, je vais en profiter pour lire un petit passage rapide qui fait une sorte de synthèse par rapport à cet ouvrage que nous présenterons ensuite de Jean-Paul Kaufmann. Donc je le cite, puisque nous parlons du colonel Chabert. Donc Chabert s'exprime. « J'ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat et qui décida le gain de la bataille. » Raconte le revenant. Dans le récit de Balzac, le nom de Chabert semble connu de tous. Quand il se présente à l'étude de l'avoué d'Herville, à Paris, 9 ans se sont écoulés depuis Eylau. Mais la réputation du cavalier de la garde est intacte. « Est-ce le colonel mort à Eylau » demande l'un des clercs. « Lui-même, monsieur », répond le soldat avec une simplicité antique. Là, c'est Balzac qui s'exprime. Précise Balzac. C'est le ton. C'est Balzac. C'est Balzac, c'est ce ton, mais c'est aussi le reflet dont tu parlais. Ouais. Lisez Balzac, parce que c'est outre-terre, nous en parlerons après. Après, ne pas oublier Chateaubriand, Stendhal. Stendhal, Fabrice à la bataille de Waterloo. C'est une vision de la bataille, mais qui n'est pas celle des écrits de Stendhal quand il décrit la campagne d'Italie. Donc on est passage d'un monde à un autre. Chateaubriand, qui a rencontré une fois le premier consul, s'est montré opposant après l'exécution du duc d'Enghien, mais quelque part, Chateaubriand est représentatif, Madame de Staël, etc. Donc, Victor Hugo, alors autrement, Victor Hugo indirectement, et George Sand. Victor Hugo, fils du général Hugo. Dont Victor Hugo avait des positions politiques qui changeaient, mais il s'est servi de Napoléon Ier et de son image, alors que son père était pro-bonapartiste en tant que général de la Grande Armée, alors que sa mère royaliste était anti-bonapartiste. Et Hugo est passé du royalisme, pas au bonapartisme réellement, mais s'est servi quand même de Napoléon Ier en tant que qu'image tutélaire pour mieux attaquer le neveu Napoléon III. George Sand, dont on oublie souvent que c'est une descendante du maréchal de Saxe, et le tableau dont nous parlions, les différentes versions. George Sand, qui est une descendante du maréchal de Saxe, mais surtout dont le père était un des aides de camp de Murat. Donc là, on se retrouve devant une prégnance de la personnalité de Napoléon de cette période, et dans même les personnages de ces auteurs absolus de cette période, et Hello joue un rôle. Hello est très souvent cité, et ça continue. Alors par contre, ça continue à travers deux choses. Vous avez Patrick Rambaud, qui a été très connu dans le 97, prix de l'Académie française, si je me souviens bien, qui, lui,
sa spécialité, c'est un peu le pastiche. Donc il en a profité, il a écrit un très beau roman, pour le plus puriste, comportant quand même deux phénomènes, c'est qu'il est très anti-bonapartiste, ça doit être lié à son attachement politique en tant qu'auteur personnel, et qui est pas exempt d'erreurs en histoire militaire, mais tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout, j'aimerais écrire comme lui. Néanmoins, ce qu'il a fait en écrivant La Bataille, c'est pas autre chose que d'écrire le bouquin que Balzac n'a jamais écrit. C'est-à-dire que Balzac avait fait le programme d'un livre qu'il n'a jamais écrit, et Rambaud a repris le programme et a écrit le bouquin. Alors ça, justement, c'est Lassalle. Et ça, c'est Lassalle, dans sa dernière charge, mais je vous en parlerai à Wagram. On n'aurait jamais fini cette histoire, je vous le dis, moi. Et enfin, plus récent, Jean-Paul Kaufmann, connu, vous savez, ancien otage, journaliste, qui avait déjà écrit, comme quoi, ça le ramène un peu à ça, ça a discuté avec lui, un ouvrage sur Sainte-Hélène, la chambre noire de Longwood, mais qui a écrit cet ouvrage, alors qui c'est sur Eylau. Et ce que vous voyez ici, c'est la représentation de la charge dans les neiges d'Eylau. Et qui fait le lien entre essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement et ce qu'est Eylau aujourd'hui. C'est-à-dire Eylau, ville allemande et prussienne, débarrassée en 1945. Voilà, c'est le tableau dont nous parlions. Si on peut faire un gros plan dessus sur Eylau, sur le tableau. Je peux. Voilà. Donc vous voyez, là, vous avez au centre Napoléon, qui est dans un geste d'apaisement par rapport à des blessés russes. L'homme qui a une tenue éblouissante avec un plumet blanc, c'est Murat. Et sinon, vous avez bien sûr, comme d'habitude, tous les grands chefs, Lannes, etc. Mais surtout, eh bien, vous n'avez plus le chef de guerre qui reçoit les drapeaux pris. C'est un Napoléon entouré de blessés, etc. Ça, c'est l'image d'Eylau. Voilà. Jean-Paul Kaufmann, Outre-Terre, qui termine cette bibliographie sur une campagne finalement en deux parties, mais que Patrick nous présente comme une seule et même campagne, celle de 1806 qui nous amène jusqu'à juin 1807, et qui préfigure, comme les premières émissions, celle de 1805 ont préfiguré celle-ci, qui préfigure la suite de l'aventure autour de ce personnage malgré tout emblématique. Merci Patrick, merci Guillaume. Rendez-vous pour la suite de ces épisodes dans d'autres alinéas. La machine à voyager dans le temps de Trick Track fonctionne toujours. Merci à Germain et à bientôt.